C'est parti pour ce décryptage. Alors, comment un seul esprit, un brin rebelle, il faut l'avouer, a pu complètement recabler notre façon de comprendre la souffrance émotionnelle? Pendant super longtemps, la santé mentale s'était un peu perdue dans des concepts lointains et très abstraits. Et puis, un homme est arrivé, Albert Ellis. Il a regardé le problème sous un angle, mais alors radicalement différent. C'est littéralement ce qui a posé les bases d'une véritable révolution cognitive. Plongeons direct au cœur du sujet avec la question à 1 million. Pourquoi souffrons-nous mentalement? Est-ce que c'est le monde extérieur qui nous tape dessus ou est-ce que la blessure vient de quelque chose de beaucoup plus intime? C'est l'énigme absolue qui intrigue l'humanité depuis des siècles. Et pour comprendre ça, on fait un petit saut dans le temps. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Une philosophie stoïcienne antique, mais qui encadre parfaitement notre exploration. En gros, la réalité en elle-même ne nous tourmente pas. C'est notre perception de cette réalité qui fait des dégâts. Bam! Cette simple phrase, c'est presque tout le cœur de l'analyse d'aujourd'hui. Au programme d'aujourd'hui, voici notre plan de route. D'abord, la rupture avec la psychanalyse, ensuite le fameux modèle ABC, suivi du piège des croyances irrationnelles. On verra aussi les émotions adaptées face aux pathologiques, ce qu'en disent les neurosciences et les limites cliniques, pour finir sur une vraie philosophie de la liberté. Allez, première section, la rupture avec la psychanalyse. Plantons le décor du paysage psychiatrique du milieu du XXe siècle pour bien comprendre pourquoi un énorme bouleversement était inévitable. À l'époque, l'héritage de Freud figeait un peu tout le monde. Les traitements, ça durait des années. On fouillait sans cesse le passé infantile pour trouver la cause de la douleur. Ellis, lui, il a été formé à tout ça, mais il a fini par opérer une rupture brutale. On oublie le divan silencieux. L'idée, c'est de passer à l'action. Le but n'est plus du tout d'intellectualiser le passé, mais vraiment de modifier dans le présent immédiat les croyances et les schémas cognitifs conscients. C'est du pragmatisme à l'état pur. Ce qui nous amène à la section 2, le célèbre modèle ABC. Ce saut conceptuel, c'est ce qui a donné naissance à une structure clinique d'une efficacité vraiment redoutable dans les années 50. Alors, comment ça marche dans notre tête? C'est une mécanique ultra précise. On a le A, l'événement activateur, et le C, la conséquence émotionnelle. Naturellement, l'illusion humaine classique, c'est de croire dur comme fer que A cause directement C. Mais le coup de génie d'Ellis, c'est d'avoir isolé le B au milieu, les croyances, le beliefs en anglais. Ce fameux B, c'est un filtre invisible qui dicte absolument toute notre expérience. Et c'est exactement là que la douleur émotionnelle cesse d'être une fatalité. Pourquoi? Eh bien parce que l'événement extérieur n'a en fait aucun pouvoir direct sur nous. C'est l'évaluation cognitive qui crée la souffrance. L'équation devient donc modifiable. Si on change l'interprétation, on change instantanément la réalité émotionnelle. C'est quand même dingue quand on y pense. On passe à la section 3, le piège des croyances irrationnelles. Regardons d'un peu plus près les pièges qu'on passe notre temps à se tendre à nous-mêmes. Albert Ellis était super connu pour son franc-parler et son humour assez ravageur. Il a même inventé un terme très provocateur pour ces exigences absolues qu'on s'impose, le masturbatory thinking. Oui, une sorte de masturbation intellectuelle autour du verbe devoir. Des trucs du genre « je dois absolument réussir »,« les autres doivent me traiter justement » ou « la vie doit être facile ». Ces phrases-là, c'est littéralement le cœur de nos luttes mentales. Elles sont irrationnelles parce qu'elles rejettent la réalité pour exiger une perfection tyrannique qui, disons-le franchement, n'existe pas. La détresse mentale, comme l'anxiété ou la dépression, elle s'installe à la seconde précise où un désir tout à fait flexible se fige en une nécessité absolue. En gros, on prend un souhait super sain comme « j'aimerais bien réussir » et on le transforme en obligation de survie du style « je dois absolument réussir sinon je ne vaux rien ». C'est le meilleur moyen de faire dérailler sa propre machine psychique. Section 4. Émotions adaptées versus pathologiques. Comprendre cette fameuse rigidité mentale, ça change complètement la façon dont la psychiatrie classe nos sentiments. Et ce tableau montre bien un truc vital. Le but n'a jamais été de nous transformer en robots sans cœur ou d'effacer les émotions. Pas du tout. Face à un échec, ressentir de la tristesse, c'est parfaitement sain. Mais sombrer dans la dépression, là, ça devient pathologique. Pareil pour le danger. L'inquiétude, ça nous mobilise, ça nous sauve, alors que l'anxiété panique nous paralyse. Face à une faute personnelle, le regret est hyper utile, mais la honte globale, elle, détruit tout. Tout le talent de cette approche, c'est de prendre une tempête destructrice et d'en faire une réaction fonctionnelle juste en modulant notre pensée. Section 5. Neurosciences et limites cliniques. Faisons un petit bond dans le présent pour voir si cette théorie tient toujours la route face à la science d'aujourd'hui. Eh bien, c'est absolument fascinant. La neuroplasticité moderne et les modèles de traitement prédictif viennent totalement valider les vieilles intuitions d'Ellis. Le cerveau n'est pas juste un récepteur passif, il projette en permanence ses propres modèles internes.
Et la science prouve aujourd'hui que corriger ces schémas cognitifs recable physiquement, littéralement, les réseaux de notre cortex préfrontal et les circuits limbiques qui modulent notre amygdale. Par contre, pour être totalement impartiaux, il faut aussi regarder les limites. Cliniquement, ce modèle bloque un peu face à des pathologies très sévères, comme les psychoses. Et puis, il y a cette critique d'un rationalisme parfois excessif. À force de tout intellectualiser, on prend le risque de minimiser les vrais traumatismes ou le contexte social objectif. Parce que dans un environnement de grande précarité ou face à des violences systémiques, ce qu'on pourrait classer comme une pensée irrationnelle, c'est parfois tout simplement un instinct de survie. C'est super important de le garder en tête. Ce qui nous amène à notre toute dernière section, la 6, une philosophie de la liberté. Parce qu'au-delà de l'aspect médical, il y a une dimension existentielle énorme derrière tout ça. En posant le principe qu'on garde toujours la capacité de réinterpréter notre expérience, Ellis a fait bien plus que créer une thérapie. Il a forgé une puissante pédagogie de la responsabilité. L'individu n'est pas condamné à être 100% déterminé par ses circonstances. Il nous reste toujours cette irréductible marge de liberté psychique. Prendre soin de soi, ça devient alors l'acte de modifier activement la façon dont notre cerveau interagit avec le réel. Et le point crucial, la conclusion ultime de ce décryptage tient en une phrase vertigineuse. La pire souffrance humaine prend racine bien moins dans les tragédies de l'existence que dans la rigidité avec laquelle l'esprit choisit de les interpréter. C'est peut-être l'une des plus belles affirmations de notre propre plasticité mentale. Ce qui soulève une réflexion finale et essentielle. Sachant que la conscience façonne la réalité à travers ses propres filtres, quelle croyance ultra rigide, quel impératif bien lourd pourrait-on abandonner là, tout de suite, pour laisser la place à un esprit radicalement plus libre demain? Voilà de quoi réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle exploration.